C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. La société civile du Congo, Sosiko en Ituri, demande au gouvernement congolais de retirer les troupes ougandaises présentes aux côtés des FARDC. Elle dénonce des dérapages, l'absence de résultats sur le terrain et des actes préjudiciables aux populations locales. J'espère Hangui pour plus de détails. La coordination provinciale de la société civile du Congo, Sosiko en Ituri, tire la sonnette d'alarme et demande au gouvernement congolais de mettre fin à l'accord de mutualisation des forces entre les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise UPDF. Dans une déclaration publique, la Sosiko affirme avoir constaté plusieurs dérapages et dénonce l'inaction de l'armée ougandaise dans les opérations sécuritaires menées dans la province. Selon elle, la présence de l'UPDF ne produit pas les résultats attendus sur le terrain. La coordination provinciale estime que les FARDC sont capables d'assurer seuls la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Elle souligne que les soldats congolais restent mobilisés jour et nuit sur plusieurs lignes de front et sont déployés dans différentes zones de l'Ituri pour protéger la population. Par ailleurs, la Sosiko affirme ne pas avoir observé d'action militaire visible de l'armée ougandaise aux côtés des FARDC et préfère la poursuite de la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO, notamment pour l'appui logistique et l'évacuation des blessés. La structure citoyenne dénonce également des actes qu'elle attribue à certains éléments de l'UPDF dans les territoires d'Irumu et de Mambasa. Des champs agricoles auraient été dévastés et des produits, notamment du cacao, emportés vers l'Ouganda, alors que des cultivateurs seraient empêchés d'accéder à leurs terres sous prétexte des mesures sécuritaires. La Sosiko affirme disposer des preuves et estime que la présence de l'armée ougandaise poursuit d'autres objectifs que ceux annoncés dans l'accord de coopération militaire. Elle accorde un délai de 2 semaines aux autorités pour obtenir le retrait effectif de l'UPDF du territoire congolais. À défaut, elle envisage d'initier des actions citoyennes qu'elle qualifie de responsables afin de défendre les intérêts de la province de l'Ituri ainsi que ceux de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, a reçu mardi 2 mars 2026 de partenaires internationaux. Il a d'abord rencontré Kato Langfield, chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume-Uni en RDC, pour discuter de la coopération bilatérale et de priorités partagées entre les deux pays. Ensuite, il s'est entretenu avec Damien Mama, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, sur les propriétés stratégiques de l'Assemblée nationale et les renforcements institutionnels. C'était un plaisir d'avoir la réunion aujourd'hui et nous avons mis l'accent sur l'importance de notre partenariat, nos relations. Il apporte beaucoup d'expérience dans son rôle et nous sommes ravis de continuer notre partenariat pour soutenir aussi lui dans son rôle. Le programme des Nations Unies pour le développement appuie les politiques publiques en RDC. Et vous savez que les politiques publiques ont un fondement légal. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits à l'amont et à l'aval avec le Parlement pour s'assurer que tout ce qu'il y a comme réglementation, arsenal juridique puisse contribuer à stimuler les politiques, à stimuler les investissements, à créer un environnement pour le développement économique et social. Donc nous avons ce genre de dialogue avec l'Assemblée nationale de façon régulière et j'ai été très content d'écouter la vision de Son Excellence le Président de l'Assemblée nationale et surtout en ce qui concerne le renforcement des capacités des parlementaires, la digitalisation et aussi le focus
sur les lois et règlements qui peuvent vraiment soutenir l'architecture économique du pays et faire en sorte que les investissements que l'État fait, que ce soit au niveau de la planification budgétaire, au niveau de l'allocation des ressources et aussi au niveau du suivi de la dépense publique, que tout ça là contribue donc à soutenir les politiques publiques et à transformer les vies des communautés qui ont en fait donné mandat aux parlementaires d'aller défendre leurs intérêts, entre autres, en plus des intérêts du pays. Donc il faut bien sûr que les investissements se voient dans les localités, que les lois puissent protéger le citoyen et que cela contribue au développement socio-économique du pays. Lors du sommet sur l'énergie nucléaire à Paris, Emmanuel Macron a réaffirmé que le nucléaire est un atout stratégique pour la France. Il a rappelé que le pays dispose de 57 réacteurs répartis sur 18 sites et que le nucléaire produit peu de CO2 comparé aux énergies fossiles. En 2025, les centrales ont généré 370 TWh d'électricité et exporté plus de 90 TWh de carboné. Suivant. Le nucléaire est une source d'énergie, en particulier de production d'électricité, qui permet de réconcilier 3 objectifs qui sont au cœur de nos ambitions, à nous tous. Et il y a ici des représentants des pays du monde entier. Nous voulons de la compétitivité et donc une énergie produite qui soit le moins chère possible, qui permette de créer des emplois. Nous voulons résoudre les problèmes de la planète et donc baisser les émissions de CO2 en produisant cette énergie. Et nous voulons plus d'indépendance. Et on le voit dans le contexte géopolitique qui est le nôtre. Combien, lorsqu'on est trop dépendant des hydrocarbures, cela peut devenir un instrument de pression, voire de déstabilisation. Et je remercie l'Agence internationale de l'énergie et le G7 pour le très bon pilotage des travaux en la matière et pour aider à baisser le prix d'énergie fossile ces dernières heures. Et donc, le nucléaire permet de répondre à cette équation et d'apporter une réponse à ces 3 sujets. Parce que le nucléaire permet de produire de l'énergie en quantité compétitive et pilotable. Et dans le mix de nos pays, la France l'a choisi et l'a réaffirmé en 2022, nous avons un mix qui repose sur l'économie d'énergie, le renouvelable et le nucléaire. Parce que le nucléaire apporte une capacité à être pilotable bien plus que le renouvelable. Il est un complément de cette énergie et il apporte la décarbonation. Et pour la soutenabilité de nos réseaux aussi, la possibilité de fournir de l'énergie pilotable, décarbonée, avec de la visibilité. Le nucléaire se produit sur notre sol, il apporte donc de l'indépendance. Partout où on fournit de l'énergie, de l'électricité qui est produite à base de nucléaire, on est indépendant. Partout où on électrifie nos mobilités pour rouler à l'électrique avec un électrique décarboné produit sur notre sol, on accroît notre indépendance et on réduit les conséquences des soubresauts géopolitiques dans nos économies. Et puis, en étant compétitif, en étant décarboné, en étant pilotable, vous l'avez parfaitement dit à l'instant, il permet également d'apporter une réponse à l'électrification de nos pratiques qui est clé pour la décarbonation de nos économies. Il permet de répondre aussi aux défis de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies qui sont ô combien gourmandes en électricité. Et je le dis parce que c'est un des dilemmes que le monde va avoir. On veut tous développer du quantique, de l'intelligence artificielle, et on veut tous rester compétitifs et on veut tous répondre aux objectifs de décarbonation de nos économies. Mais partout dans le monde où on veut créer de l'intelligence artificielle, des capacités de calcul, avec une énergie qui n'est pas encore là, ou avec plus d'énergie fossile, ou avec du nouveau forage qui crée des émissions, on ne réduit pas ce dilemme, on l'aggrave. En France, l'année dernière, on a exporté 90 TWh d'électricité décarbonée, grâce à notre parc nucléaire. On a la possibilité d'ouvrir des data centers, des capacités de calcul, d'être au cœur du défi de l'intelligence artificielle avec de l'énergie pilotable, décarbonée, disponible, ce qui est une chance. Donc pour toutes ces raisons, le nucléaire est la clé. Sans nucléaire, nous ne pourrons pas tenir dans nos économies
l'objectif de décarbonation et la neutralité carbone en 2050, tout en continuant de créer des emplois et en ayant cette énergie pilotable et abondante. Jean-Luc Mélenchon estime que face à la hausse des prix liés à la guerre, soit le producteur paye, soit les citoyens. Il affirme que baisser les taxes sur les carburants n'empêche pas l'augmentation des prix. Selon lui, l'usage des réserves stratégiques par Emmanuel Macron n'est fait que reporter les coûts. Une fois les stocks épuisés, les Français devront payer pour les reconstituer. Suivant. Comment allons-nous répondre à cette invasion de la guerre sur nos genoux par l'augmentation de tous les prix? Car à ce moment-là, il y a un choix à faire. Qui paye la différence? Parce que est-ce que vos salaires vont être augmentés du montant de l'inflation, c'est-à-dire de l'augmentation des prix? Ils n'ont pas l'intention de faire ça. La dernière fois qu'on a parlé d'échelle mobile des salaires dans un budget de l'État, ils ont tous voté contre. Et puis ensuite, quand on a déposé une motion de censure, on sait qui n'a pas voulu voter la motion de censure. L'extrême droite, la droite, l'extrême centre et les socialistes. Délibérément. Alors on peut reprendre la question à l'endroit où elle est. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Qui va payer cette différence? Est-ce que ce sont les consommateurs? Ah non, 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 disent-ils. Et pour cause. Vous en avez déjà pour 150 € à 200 € par mois pour faire vos pleins. Mais là, je ne parle que du plein, je ne parle pas du reste. Hein. Non, non, disent-ils. Lundi, il faut baisser les taxes. Quelqu'un peut lui expliquer que baisser les taxes n'empêche pas les prix d'augmenter, parce que le prix augmente même si vous avez baissé la taxe. Donc, de toute façon, ça augmente. Et puis, deuxièmement, si vous ne bloquez pas le prix par la force des choses, quelqu'un va payer. Qui est-ce que ça va être? Eh bien, on va vous dire, on ne bloque pas les prix. Le président de la République a une solution. Il dit, nous allons utiliser les réserves stratégiques du pays. Ah bien justement, c'est marqué dessus, stratégique. C'est donc pour faire face à des crises stratégiques. Donc, vous allez sortir les stocks pour les vendre. Il y a une limite. 2 mois, ça dure. Et après, vous allez les reconstituer, ouais, en payant le prix du moment. Donc plus cher, c'est vous qui payez. Parce que c'est avec les impôts que tout ça sera fait. Donc, le choix, il n'est pas entre 36 possibilités. C'est soit les producteurs, soit les citoyens qui payent. Et quand il dit qu'il va vendre les stocks stratégiques, premièrement, ça vous coûtera après, et deuxièmement, c'est pas prudent. Parce que les stocks stratégiques, il faut les reconstituer. Personne ne sait combien de temps et quelle forme va prendre cette guerre. C'est la fin pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.